tel père, tel fils. Là où la chèvre a sauté un tronc d'arbre, le chevreau sautera. Disait un proverbe africain. Franck Biya, sur la piste de succession à son père, ça se précise de plus en plus. Et non seulement il prend de l'assurance, mais aujourd'hui, il a presque pris la place de ce qu'on peut appeler le dernier verrou pour atteindre son père. Franck Biya a donc été beaucoup présent au sommet de Paris, surtout au niveau de l'hôtel Georges V. Tous les dossiers, tous les rencarts, ce n'était plus même seulement Mbonda-Yolo qui prétend être le directeur du cabinet civil, mais ce qui concerne les affaires, la politique et aussi les sujets délicats, tout passe par Franck Biya. Il faut que vous appreniez cela, pour que cela ne vous surprenne pas, parce que pas à pas, au petit trot, Franck Biya est en train de prendre une place importantissime. Lui qui n'a aucune fonction officielle prend des décisions importantes pour la vie de la nation. Franck Biya l'a encore démontré, comme je le dis, à Paris, où d'ailleurs il était presque le seul, avec Mbonda-Yolo et aussi quelques éléments de la DSP, à loger à l'hôtel Georges V. Pourtant, quittant des Yaoundé et en regardant le communiqué, il y avait beaucoup de ministres qui étaient cités dans la délégation de Paul Biya. Il y avait le ministre, bien sûr, des pistes accidentogènes, Ganou Djoumessi. Il y avait le ministre de l'économie, une économie qui n'existe que de nom, mais qui est en fait le ministre de la ligne 94, Alamine Ousmane May. Et il y avait bien sûr l'autre ministre qui est Louis-Paul Motazé, le ministre de la dette, ministre des Finances, et bien sûr qui pouvait avoir Bikele et autres. Passons. Mais pendant tous ces séjours, première étape, on a constaté que les ministres n'ont pas eu accès à Biya, que ce soit au départ ou à l'arrivée. Et d'ailleurs, arrivé à Paris, on a eu de la difficulté à retrouver où étaient logés les ministres de Biya, puisque à Georges V, il n'y avait que Paul Biya, Franck Biya, Chantal Biya, le directeur du cabinet civil Mbonda-Yolo, et Franck Biya, plus la sécurité, qui pouvait y dormir. Ça, c'est obligé. Mais ailleurs, Franck Biya n'a pas accepté que les autres soient là. Ils ont été envoyés dans un autre hôtel. Et ce n'était pas très loin. L'hôtel, parce que vous connaissez très bien le Fouquet, comme étant restaurant. Mais il y a aussi un hôtel. C'est là donc où les ministres de Biya étaient claquemurés. Que sont-ils venus faire à Paris? Ils n'ont même pas eu même une seconde de travail avec Paul Biya, ou encore avec ceux-là qui avaient organisé le sommet financier. Ils n'ont eu accès à rien du tout. Ils sont venus se balader.
ils ont été renvoyés au pays. C'est Franck Biya qui traitait tous les dossiers. Tous les dossiers. Et d'ailleurs, au regard de ce qui s'est passé, Franck Biya est très furieux par rapport à l'équipe de son père. Et il a d'ailleurs eu à lui dire qu'il ne servait à rien, puisque justement, pendant ce sommet, seul le dossier, enfin, les dossiers, croyait-on, avaient été préparés, bien fiolés par les ministres camerounais. Sauf que tous ces dossiers ont été jetés dans la poubelle. Le Cameroun n'a rien récolté. À la fin du sommet, les pays riches ont pris une résolution, celle d'accorder 100 milliards de dollars aux pays pauvres par rapport non seulement au réchauffement climatique, mais aussi à certains autres projets, voire tout cela, ils ont prescrit non seulement une suite logique pendant 10 ans que ces États-là puissent bénéficier de certains avantages, mais lorsqu'on regarde le Cameroun n'est pas cité. Le Cameroun n'a rien gagné. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a même parlé du cas du Sénégal. Le Sénégal qui devrait empocher 2,5 milliards de dollars par rapport à ce sommet. Qu'est-ce que le Cameroun a donc gagné, puisque même la France a aussi parlé non seulement du rééchelonnement de la dette, mais le Cameroun ne l'a pas obtenu. Le Cameroun croyait également que les partenaires multilatéraux et surtout financiers pouvaient lui ouvrir des possibilités de pouvoir encore avoir certaines dettes par rapport aux initiatives qui ont été lancées jusqu'en 2030, même si Paul Biya a parlé de 2035 pour l'émergence. Mais ce premier dossier, soutenu à la fois par Moutazé et Alamine Ousmane, mais a obtenu double 0 sur 20. Double 0 sur 20. Rien à prendre. Bien au contraire, le Cameroun est classé comme les derniers, les pires exemples de l'Afrique. La dette du Cameroun a été mise sur la balance. En effet, les institutions et les pays développés trouvent que le Cameroun s'est beaucoup endetté sans pouvoir réaliser quoi que ce soit, qu'il n'y avait pas de lisibilité. Et d'ailleurs, les statistiques sont graves lorsqu'on se rend compte que la dette du Cameroun, en 13 ans, a augmenté de 487%, 89% plutôt, 489%, du jamais vu. La dette du Cameroun, avant l'arrivée de Louis-Paul Moutazi, dans ces deux ministères-là, puisqu'il n'a fait que le ping-pong, passer de l'économie, passer des finances, eh bien, la dette est partie de 1900 milliards à aujourd'hui 12 327 milliards. Ce sont les estimations-là, qui d'ailleurs ont été maquillées par la CIA. Donc, le Cameroun lui-même, c'est le Cameroun qui a brandi ça. Quand on dit ça, quoi? 12 000 milliards? Et qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on a tel projet qu'on avait engagé. Et comme vous connaissez, là, il y a telle autre route qu'on a engagée. On a marché pour le développement, on a engagé. L'autre pour le... On a engagé. L'autre pour maintenant vaincre, on a engagé. Lui, Paul Moutazi s'est retrouvé avec les dossiers les plus engagés au monde, mais jamais terminés. Même pas évalué à 50%, même pas 25%.
mais les budgets sont terminés. Voilà donc là où le Cameroun a échoué. Complètement échoué. Parce que ce qu'on nous présentait comme le plan, non seulement pour le développement, mais aussi la lutte contre la pauvreté. Maintenant, on arrive devant les investisseurs. De la même façon que le Paul Montazé avait échoué l'année dernière, en 2022, devant les investisseurs étrangers qui voulaient bien venir faire quelque chose, accorder quelque chose au Cameroun. Eh bien, de la même façon, il est parti échouer. La dette du Cameroun est multilatérale. En Chine, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, le Cameroun est endetté. Et quand on voit tout simplement ce qu'on doit rembourser comme intérêt chaque mois, comment vous pouvez concevoir ça? Lorsqu'on voit ce que le Cameroun doit à l'AFD, l'Agence française de développement, et toutes les routes, d'ailleurs j'en ai parlé dernièrement avec le cas Ketia Cortés. J'ai parlé du cas de Nganou Djoumessi. Mais Paul Biya, lui, ne les punit pas. Paul Biya croit que le monde entier va continuer à tolérer ça. Ils arrivent donc ici, on les a mis complètement au banc de touche. Et c'est là où Franck Biya revient donc pour dire maintenant à son père que c'est des incompétents. Franck Biya a cependant ouvert d'autres voies. Sachez que pour le prochain gouvernement, il sera dedans. Et ce qui est amusant, c'est que les ministres de Biya qui sont en fonction, qui sont même les gens de Franck Biya, comme le Paul Montazé, ils n'ont pas pu voir Paul Biya. Vous savez, Motaza tournant en rond, on a laissé partir, on a demandé au ministre de rentrer. Dimanche, prenez vos avions. Motaza a fait semblant de rater l'avion, de tourner en rond, croyant qu'il va voir Paul Biya. 0 franc à bloquer. Et Paul Montazé a finalement pris son avion le lundi. Mais par contre, comme je le dis, Franck Biya a reçu à Tambacounda un ministre qui a quitté le gouvernement. Et maintenant, on dit que c'était lui le meilleur. Et vous savez, Tambacounda a d'abord été reçu à l'ambassade du Cameroun, le 20 mai. L'ambassade du Cameroun à Paris, le 20 mai. C'était à la demande de qui? Un ambassadeur ne peut pas recevoir un ministre qui sort de la prison pour rien. C'était pour relaver tout. Et maintenant, Tambacounda est venu a encore rencontré Franck Biya, alors que Mbondayor était en train de le jongler. Parce que Tambacounda est quelqu'un qui va jouer un rôle très important dans la campagne de Franck Biya et dans sa prise de pouvoir. Et je vous avais déjà dit que c'est Franck qui a fait qu'il entre. Par contre, qui va sortir? Gaston Elundou et Samba. Gaston Elundou était programmé pour voyager avec Paul Biya à Paris. Parce que normalement, Paul Biya, chaque fois qu'il a voyagé, il a toujours été avec lui. Le ministre de l'eau, de l'énergie, il est toujours avec lui. Mais Franck s'est opposé. Il a dit que pas lui. Donc Gaston, mon camarade là, tu es à la fois de mon village et tu es aussi mon camarade de place. Prépare déjà tes cartons. Oh. Prépare tes cartons. Tu vas sortir du gouvernement. Et si tu ne fais pas attention, tu risques d'aller retrouver notre frère là-bas, Solo Jean William. Tu sais que c'est Tambacounda qui maintient Solo Jean William en prison, non? Hein, garçon? Donc ton cas a été réglé là avec Franck. Franck Biya va te faire sortir du gouvernement.
C'est comme ça. Le gouvernement va se passer. Franck est déjà assis. Il est vrai que celui qui risque d'échapper, c'est son ami, Ousmane Mé, qui lui aussi est très mal noté. Mais cependant, Franck le soutient encore. Franck est aussi en train d'abandonner le ministre de la Santé. C'était son ami, hein? Son très très grand ami. Mais dans les derniers papiers là, selon ce que moi j'ai appris au Manoda Malaki, il faut commencer à apprendre un peu ce qui se passe à Konengi. Hein? Ça risque d'être chaud. En tout cas, tu es prévenu. Ou alors tu appelles ton ami, Franck. Il peut toujours décider. Mais il te dit que c'est lui qui décide maintenant. Je vous le dis. C'est Franck. Là. On n'est plus dans les... Je ne suis pas en train de balbutier. Je vous dis ce qui s'est passé. Et comment ça s'est passé. Et tous ceux qui ont été reçus là-bas, ils peuvent vous le confirmer. Vous ne pouvez plus rien. Même un dossier habillé sans passer par Franck. Terminé. Vous savez que la seule fois où Franck ne pouvait pas voyager, c'était aux États-Unis. Mais partout, vous voyez maintenant qu'il est avec bien. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé aux États-Unis? Parce que là-bas, il sait que s'il part, on risque de l'arrêter par rapport au truc de... Vous savez? Donc, justement, là-bas, on l'avait gagné parce que c'est Monayolo qui contrôlait son père là-bas. Monayolo avait d'abord fait... Alors que Franck s'opposait, mais Monayolo avait menti à Biya que non, il fallait aller là-bas parce qu'on allait lui accorder beaucoup d'autres faveurs, beaucoup d'argent et tout ça. Il allait rencontrer Joe Biden. Sauf que, sans Franck, Biya était là-bas comme un enfant. Vous vous souvenez que c'est là où il avait dit que vous croyez, je suis en vedette et tout et tout. Et il était perdu. Aujourd'hui, tout pour lui se repose sur Franck. Le gré à gré est donc en marche. Parce que le gré à gré, ce n'est pas seulement que vous allez voir comment il prête serment. Hein. Le gré à gré, c'est d'abord ces dirigeants qu'on nomme, qu'on place à des postes importants. Les gens que vous avez déjà, qui sont comme vos pions, qui sont capables de vous défendre. Les gens qui ont beaucoup d'argent. Les gens qui sont influents. Et aujourd'hui, dans le gouvernement d'IA, j'ai dit, les agents de Franck sont très importants. Et c'est quand même surprenant qu'un type comme Atanda Kouna revienne dans le gouvernement. Je ne comprends pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, Atanda Kouna peut plaider devant Biya. Et d'ailleurs, je crois qu'il sera même aussi à Genève. Oui, Atanda Kouna sera à Genève. Il ira voir encore Biya à Genève parce qu'il n'a pas pu là. On a dit que Biya était fatigué. C'est ce qu'on lui a dit. Mais il a vu Franck 2 fois. Il a rencontré Franck 2 fois. Et sur leur causerie, il était question de sa dette. Pas de sa dette, de ses comptes qui sont bloqués. En fait, Laurent Esso a bloqué les comptes de Atanda Kouna. Or, qu'est-ce qu'il y avait dans les comptes d'Atanda Kouna? On vous fait comprendre qu'il est d'abord venu. Il avait un certain argent ici, parce que quand même il a été dans des endroits où il y a beaucoup de jus. Et que ces comptes, plus les devises qu'on a confisquées, s'élèvent à peu près à 7 milliards. Pour débloquer les comptes, Laurent Esso avait envoyé à Moubelinga. À Moubelinga pour dire, va lui dire que nous voulons 1,5 milliard. Mais Atanda Kouna avait refusé. Et on a voulu engager, pas qu'on a voulu, on a engagé une autre procédure contre lui. Il ne peut donc pas partir au Cameroun tant qu'il soit là. Ça fait que même Esso là, même comme Esso dit qu'il est trop solide là,
Même comme il dit qu'il détient tous les secrets de Biya là, l'affaire à Mogobelinga et surtout l'affaire du blocage des comptes et de l'argent d'Atanakuna, qui est aussi l'argent de Franck, risque de l'emporter. Ceux qui croyaient, peut-être que nous étions dans le film, apprêtez-vous, l'heure est grave. À l'instar d'Omar Bongo, qui avait réussi à placer Ali Bongo avec l'aide du BIR, à l'instar du jeu de passe-passe qui s'est passé dernièrement au Tchad, entre Idriss Déby, mort, et le fils qui est venu calmement récupérer le trône, à l'instar du Togo, où Yadeba est parti mourir dans un avion, mais Faure Gnassingbe calmement est venu s'installer, à l'instar de la RDC, où on a vu un passement de jambes entre Kabila père et Kabila fils. Eh bien, sachez que le Cameroun, même comme on dit que le Cameroun, c'est le Cameroun n'est pas loin de cette situation-là. Le Cameroun est presque sur la voie d'une succession dynastique, d'une succession au gré à gré, d'une succession de père en fils. Il faudrait donc que ceux de l'opposition, ceux de la société civile, ceux des intellectuels, qu'ils commencent déjà à regarder les positionnements de Franck et surtout regarder ces éléments qu'il va placer dans le prochain gouvernement. Parce que c'est là où ça se joue, de la même façon que vous avez pu constater que ne serait-ce qu'au niveau du Sénat, est revenu en force son oncle, Nkini, Robert. Cela veut donc dire que nous sommes droits, comme Maurice Kamto avait vu. Nous sommes droits, comme d'autres avaient prédit. Nous sommes droits vers la mauvaise prophétie que le Cameroun, après Biya, risque d'aller à Biya. D'où justement le maintien des manifestations de la brigade anti-Sardinard et de toute la diaspora au regard de ce qui se passe lorsque le père a échoué après 41 ans. Va-t-on accepter un fils qui n'a aucun état de service, qui n'a aucune chose de palpable, qui est aussi égoïste, qui n'a jamais investi, qui n'a jamais montré une œuvre sociale accomplie en faveur des populations pauvres, même pour sa propre famille? Peut-on accepter celui-là? Peut-on admettre cela juste parce qu'on dira il a un beau visage d'ange, il sait sourire, il est élégant? Mais Paul Biya, lui aussi, il était beaucoup plus beau que ça. Il était très élégant, il ne parlait pas. Mais où en sommes-nous? Le Cameroun n'a récolté que de mauvais points, comme ceux de Paris. Ce n'est pas avec l'équipe de Franck qu'on pourra peut-être gagner dans la mesure où il est déjà dans les affaires des TZ. Lorsqu'on voit déjà que les arbres du Cameroun, lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé et qu'aucune route n'a été construite par ces sociétés, là ils partaient faire l'exploitation forestière. Peut-on donc accepter qu'un tel homme, pendant que le Cameroun est actuellement la risée au niveau de la communauté internationale, lorsque les grands se réunissent, Paul Biya à côté avec son fils, peut-on accepter cette dynastie? Peut-on accepter qu'on puisse juste faire la navigation à vue? Ahidjo a donné le pouvoir à un sudiste. Si Paul Biya aime le Cameroun, qu'il organise des élections transparentes avec, bien sûr, tous les organismes prenant part qui peuvent être indépendants et avec un nouveau code électoral consensuel. Mais quant à Franck Biya, le tapis rouge risque de se transformer en rivière de sang rouge.